Bonjour à tous et bienvenue dans les studios du journal L'Indépendant pour ce nouveau numéro de notre émission Mon Territoire J'y crois. Mon Territoire J'y crois, c'est l'émission du journal L'Indépendant réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Sud Méditerranée. Aujourd'hui, parlons du parcours de l'entreprise de A à Z et des nouveaux visages du travail. Pour cela, en compagnie de nos 4 experts du Crédit Agricole Sud Méditerranée, on va traiter de l'entretien d'embauche jusqu'au départ en retraite. Ces sujets, ils intéresseront aussi bien les employés que les métiers des ressources humaines. Et pour commencer, nous allons parler tout d'abord du recrutement et répondre à la question comment recruter autrement, comment attirer, valoriser, rayonner sur nos territoires. Et je suis en compagnie de Clara Freza, qui est conseillère RH en recrutement et gestion de carrière au Crédit Agricole Sud Méditerranée. Clara, le recrutement, il a beaucoup changé ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Oui, le recrutement, il a beaucoup changé ces derniers temps et je voudrais commencer par partager avec vous peut-être quelques données, sans les commenter, mais des données que j'ai trouvées hyper parlantes. La première, c'est 4 minutes et 36 secondes. 4 minutes et 36 secondes, c'est le temps en moyenne que va passer un candidat sur un site de recrutement performant pour déposer sa candidature. Alors, un site de recrutement performant, c'est tout simplement un site qui est hyper intuitif, hyper ergonomique et qui va lui permettre en quelques clics seulement de déposer sa candidature. La deuxième donnée, c'est 60%. 60% des candidats qui sont engagés dans un processus de recrutement vont soit se désister, soit être engagés ailleurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de réponse et que le processus est trop long. Et enfin, la dernière donnée, c'est 96%. 96% des candidats recherchent avant tout une bonne ambiance au travail, un collectif, le fait de pouvoir rencontrer des gens, être dans l'humain et bien s'entendre avec leurs collègues de travail. Alors, on comprend bien l'utilité pour les entreprises de proposer un parcours qui est fluide pour les candidats en ligne. Vous parliez des attentes des candidats, justement, comme l'ambiance, le cadre et les relations sur le lieu de travail. Est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui d'autres leviers pour attirer de futurs salariés ? Alors oui, il y a beaucoup de nouveaux leviers, c'est vrai. Je pense notamment au travail hybride ou au télétravail, qui aujourd'hui est un incontournable, une des attentes majeures des candidats, notamment de la génération Z. Oui. Je pense aussi à l'IA, l'intelligence artificielle, qui a déjà bouleversé les techniques de recrutement et qui est aujourd'hui, pour les recruteurs, une aide à la décision. Et j'insiste, une aide à la décision et pas à la décision. Clara, imaginez que je suis chef d'entreprise. Est-ce que ce constat il signifie qu'aujourd'hui, en 2026, recruter le candidat parfait localement, c'est une mission impossible ? Alors non, pas du tout. Au contraire, votre ancrage local, valorisez-le. Parce que finalement, notre territoire, ce n'est pas seulement un bassin d'emploi, c'est avant tout un lieu de vie. Donc racontez l'histoire de votre entreprise, parlez de ses valeurs, de son environnement, ses clients. Finalement, tout ça, c'est votre culture d'entreprise, c'est ce qui va faire que votre entreprise, elle est naturellement attractive. En pratique, ça veut dire intégrer à vos offres de poste du contenu humain, des portraits de collaborateurs, des témoignages. Tout ça, c'est votre marque employeur. Est-ce qu'on peut dire que même si l'ancrage local il reste important, les offres elles sont plus forcément destinées à ce bassin qui est proche ? Alors non, il y a forcément un candidat à qui ça va parler, à qui ce que vous racontez va parler. Quelqu'un d'ici ou quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais qui va être attiré par peut-être la qualité de vie que propose notre territoire ou tout simplement par le projet d'entreprise que vous allez raconter. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vos offres, elles sont dématérialisées. Ça veut dire que vous captez des candidats qui sont peut-être éloignés, mais en tout cas connectés à 100%. Donc votre rayon d'action, il est passé du local au national, voire même peut-être à l'international. Alors concrètement, du coup, en tant qu'employeur, où est-ce que je peux publier mon offre de poste ? Alors ça, c'est encore un point sur lequel les usages ont beaucoup changé ces derniers temps et très vite. Il y a une multitude de canaux de diffusion à votre disposition. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, connaissez-vous, que vous soyez un grand groupe, une PME, une TPE du territoire, une start-up, choisissez le canal qui va parler aux candidats que vous recherchez. Et ensuite, adaptez votre contenu. Si vous voulez, par exemple, faire du full digital, utilisez des sites de recrutement maison, des job boards en ligne aussi, ou même, aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et du coup, pour les solutions qui sont un peu dites plus locales ? Alors oui, ça c'est aussi des bonnes initiatives en local. Vous pouvez opter pour des événements qui sont plus ponctuels à impact. Ça peut être des job dating qui rassemblent l'ensemble des acteurs économiques de votre territoire. Et aller sur des job dating, ça peut être un bon moyen de faire du lien, d'activer votre réseau et de rencontrer les candidats de votre région. En tout cas, pensez large
et peut-être multiplier les canaux de diffusion pour toucher un maximum de candidats. Alors désormais, je vais me mettre à la place d'un candidat. Comment je peux préparer mon CV et mon entretien pour mettre toutes les chances de mon côté? Alors là aussi, les évolutions récentes nous montrent que c'est le digital qui l'emporte, qui est plébiscité. Mais moi, je voudrais vous dire que le mot d'ordre, c'est vraiment l'authenticité. Les 2 documents qu'on connaît par cœur, tous, c'est le CV et la lettre de motivation. Alors, je suis désolée, la lettre de motivation, malheureusement, elle est obsolète. On ne la lit plus du tout. Quant au CV, il reste important. On le lit. En revanche, l'époque du CV roi est complètement révolue. Alors le CV roi, expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui n'existe plus. Le CV, il a été désacralisé. Par contre, il a pris une autre forme. Aujourd'hui, c'est un document que vous partagez, que vous diffusez en ligne. Mais c'est surtout un portrait de vous qui est vivant. Qui est disponible 24 heures sur 24 en ligne. C'est votre image sur les réseaux professionnels, c'est ce que vous véhiculez sur LinkedIn par exemple. C'est donc un CV dynamique qui bouge et qui s'actualise au fil de vos projets, de vos envies. La preuve à quel point le CV il est dynamique aujourd'hui, il y a même des entreprises qui vont jusqu'à demander aux candidats d'enregistrer une vidéo de présentation en avance avant même de les rencontrer. Alors, on comprend bien la démarche, mais imaginons que je ne sois pas en mesure de tourner une vidéo, de me mettre un petit peu en avant, comme vous le présentiez. Comment apporter une touche de modernité à ce vieux CV? Alors, quelques conseils, si vous voulez toujours faire un CV dit classique, faites simple et clair. Donnez surtout, si vous le pouvez, des informations sur vous qui vont dénoter, des choses qui vont faire, qui vont démontrer votre singularité, qui vont faire que vous vous démarquez par rapport aux autres et qui vont donner envie de vous rencontrer. Parce que l'étape suivante, finalement, c'est l'étape de l'entretien. C'est l'étape la plus importante, c'est la surprise. C'est à ce moment-là qu'il faut garder de la place pour la spontanéité, être curieux, poser des questions. Mais gardez en tête une chose, c'est qu'à ce moment-là, à l'étape de la rencontre, vous et le ou la recruteuse, vous n'avez qu'une chose en tête, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Oui. Alors à l'issue de l'entretien en tant que recruteur, sur quels critères je vais me baser pour le choix final? Alors ça, c'est une bonne question. Faut pas se dire que le candidat parfait existe. Donc le mauvais choix est possible. D'ailleurs, il y a environ 50% des périodes d'essai qui se terminent à cause d'un souci de savoir-être, de comportement du collaborateur. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, les connaissances et les compétences, elles sont mises au second plan et qu'on s'en moque? Non, pas du tout, puisque dans les 50%, mais l'autre partie, ce sont aussi des périodes d'essai qui s'arrêtent à cause d'une inadéquation des compétences du collaborateur. La leçon à retenir, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre savoir-être et compétences techniques. Alors justement, dans les CV, on voit de plus en plus les compétences qui sont scindées en deux, divisées en deux. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les soft skills et les hard skills. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ces anglicismes? Oui, alors les hard skills, c'est vraiment les compétences techniques, les compétences qui sont fondamentalement nécessaires aux collaborateurs pour réussir sur le poste. C'est tous les savoirs ou les savoir-faire. À l'inverse, l'équilibre qu'il faut trouver avec les soft skills, c'est avec le savoir-être, la posture. Les soft skills qu'on connaît et dont on entend parler beaucoup, c'est par exemple l'adaptabilité, la curiosité, l'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on parle même aussi de mad skills. Oui, les mad skills, c'est un petit peu des compétences que vous avez qui vous sont propres, qui sont, on peut dire, extraordinaires, Oui. inattendues ou peu conventionnelles. C'est quelque chose qui va vraiment vous donner un avantage par rapport aux autres candidats qui font de vous qui vous êtes. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui va avoir une mémoire encyclopédique, quelqu'un de polyglotte ou d'hyper empathique. Donc, pour les recruteurs, là où il faut faire attention, c'est qu'on a tendance à recruter quelqu'un qui nous ressemble, qui est passé par le même parcours académique, qui a le même niveau d'études, qui a un parcours similaire. Parfois, c'est une bonne idée, mais pas toujours. Essayez de penser et de regarder votre équipe en vous disant quel profil il me manque. Est-ce que j'ai besoin plutôt d'un leader, de quelqu'un de super rigoureux ou de quelqu'un d'enjoué tout le temps? Donc. Et puis, n'oubliez pas qu'il faut faire confiance à son instinct. Si vous avez été clair sur vos attentes, si vous avez été transparent sur les enjeux du poste et que le candidat en face il vous a convaincu, faites-vous confiance. Parce que la confiance, finalement, c'est le plus important. Très bien. Mais écoutez, merci Clara. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour finir peut-être? Alors oui, en résumé, peut-être gardons tous en tête que certes, les choses ont changé très vite. Aujourd'hui, le rapport au travail il est différent. Le digital, l'IA sont arrivés. Mais finalement, ce qui reste et ce qui va faire la différence, c'est l'humain. L'humain, il est au cœur de la relation.
Et ce que tout le monde recherche au moment d'un recrutement, des deux côtés, c'est que la collaboration, elle soit gagnant-gagnant. Le collaborateur ou l'équipier, l'idée, c'est qu'il s'épanouisse dans son job, qu'il soit à sa place, qu'il se sente utile chaque jour et qu'il continue de grandir au service de la réussite et du développement de l'entreprise pour laquelle il travaille et donc de sa prospérité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Clara Freza d'être passée dans l'émission. Avec plaisir, merci. Suite logique au processus de recrutement, intéressons-nous désormais à l'entretien d'embauche en compagnie de Cléa Fedel, qui est attachée service et accueil à la clientèle pour le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. On vous donne les clés pour réussir votre première rencontre avec l'employeur. Quelles sont les bonnes stratégies qui vont servir à faire la différence face au recruteur en étant confiant et convaincant? Première question Cléa, comment bien se préparer avant l'entretien? Un bon entretien se joue même avant de franchir la porte. Il est essentiel de se renseigner en amont sur l'entreprise, notamment sur ses valeurs, ses missions, ses attentes et l'actualité. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous en avons à disposition donc, toutes les offres d'emploi sur les sites internet qui permettent d'en apprendre davantage sur l'entreprise. Il faut s'en servir comme une réelle source d'enrichissement pour son entretien. Alors j'imagine que ce n'est pas la seule chose à laquelle il faut être vigilant, Cléa. Il est également essentiel de préparer une courte présentation, qu'elle soit succincte, claire, précise, ce qui permettrait de donner à l'examinateur une bonne impression si celle-ci est structurée. L'anticipation de certaines questions sont primordiales, notamment de type bateau, citer les qualités, les défauts, pourquoi nous plutôt qu'un autre candidat, pourquoi cette entreprise, est également d'élargir sur les différentes expériences professionnelles avec des exemples à apporter lors de l'entretien. Et c'est tout. Il est également important d'arriver à se projeter dans l'entreprise avec un objectif, un poste à pourvoir. De préparer ces questions permettra de créer un véritable échange et non un interrogatoire et de découvrir les valeurs communes et de se préparer au mieux pour être un minimum déstabilisé lors de l'entretien. Très bien. Alors tout ça, ça concerne la préparation de l'entretien et le jour J. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est important pour le candidat qui va passer ce fameux entretien ? Anticiper, c'est finalement diminuer le stress. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le stress, c'est normal lors d'un entretien. L'entretien, ce n'est pas un examen, mais un véritable échange professionnel. De fait, il doit également être organisé le jour même afin d'anticiper le réveil, bien dormir, mettre un réveil assez tôt pour arriver en avance et anticiper le trafic, par exemple, sur la route le matin. Oui, c'est des petites choses qu'on ne pense pas forcément, mais qui sont quand même très importantes. En préparant cette émission, j'ai retenu quelque chose que je partage à titre personnel et qui me semble assez essentiel. Est-ce que vous pouvez nous le redire, justement, cette nécessité d'arriver à l'heure, etc., de ne pas être en retard? Arriver à l'heure, c'est déjà être en retard. Alors, autant laisser une bonne impression et on n'a qu'une seule première bonne impression. La tenue vestimentaire et l'attitude sont également des éléments clés. Alors, concernant la tenue, justement, est-ce qu'il faut opter pour quelque chose d'équilibré ? La tenue doit être adaptée à l'entretien. Quelque chose de trop décontracté pourrait montrer un manque de sérieux. Il faut également avoir une posture adéquate, éviter tout ce qui est tic de langage, se tenir droit, mettre ses mains en évidence. Le tout est d'avoir une attitude ouverte et d'être souriant. Lors de l'entretien, le recruteur est souvent même de poser des questions déstabilisantes afin d'observer la gestion du stress, etc. du candidat. Il convient alors d'essayer de rebondir afin de ne pas être perturbé par une question non préparée ou à laquelle nous n'avons pas forcément la réponse. Il faut pratiquer l'écoute active en somme. C'est ça ? Exactement. Il ne faut pas perdre la discussion. Il est important de réfléchir, même dans un temps raisonnable, tout en gardant à l'esprit l'intérêt de la question pour l'obtention du poste dans l'entreprise. Lorsqu'on ne sait pas une réponse, il ne sert à rien d'inventer. L'examinateur et le recruteur préférera toujours une personne honnête. Par exemple, s'il nous interroge sur un échec, il convient de développer ce qu'on a pu tirer de l'échec. Si vous avez des interrogations pendant l'entretien, surtout ne pas hésiter à interagir et à demander des précisions au recruteur. Finalement, la bonne humeur, la spontanéité permettent de faire transparaître la personnalité du candidat. Et il ne faut pas oublier que les examinateurs ont finalement peu de temps pour apprendre à nous connaître. Alors Cléa, toutes les questions m'ont visiblement été posées. Je n'ai désormais plus l'opportunité de faire mes preuves auprès du recruteur. Comment ça se passe ensuite à la fin de l'entretien ? Alors la fin de l'entretien, c'est souvent ce que l'on retient le plus. Donc il est important de ne pas non plus le rater et le négliger. Vous pouvez en profiter pour poser des questions pour lesquelles vous montrez un réel intérêt pour l'entreprise, votre projection au sein de celle-ci.
quelques exemples. Quelles sont les priorités du poste dans les premiers mois? De quelle manière l'équipe va-t-elle collaborer au quotidien dans l'entreprise? Une fois que ces réponses elles ont été obtenues, c'est peut-être aussi au candidat de conclure justement cet entretien. Comment il peut faire? Vous pouvez finalement terminer par une conclusion montrant votre intérêt pour le poste à pourvoir. Le poste que vous me décrivez correspond à mes attentes. Je reste motivée par vos projets. Et de terminer cet entretien par des remerciements pour ces échanges et que cela serait un plaisir de collaborer avec l'entreprise. Et donc, si on devait au final résumer tout ce processus de recrutement, qu'est-ce qui est essentiel selon vous? Ce que l'on peut finalement retenir, c'est que la phase de préparation est très importante. Il est important également d'avoir une communication maîtrisée et une conclusion qui donnera envie de poursuivre les échanges et que finalement votre prochain entretien devienne votre prochaine réussite. Très bien Cléa, merci beaucoup d'être passée dans l'émission. Merci à vous. Troisième partie de notre émission, je suis avec Nicolas Dubré, adjoint directeur des ressources humaines au Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Ensemble, on va parler de cet enjeu majeur qui est l'employabilité. Nicolas, l'employabilité, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est devenu urgent? Et comment la cultiver tout au long de sa carrière? Bonjour. Donc oui, l'employabilité, c'est la capacité à s'adapter, à apprendre, à évoluer, à rester pertinent dans la durée et dans un environnement qui change et qui évolue rapidement. Cet enjeu n'a jamais été aussi important. Mon premier constat, ça va être l'obsolescence des compétences. Donc, je vais illustrer avec 2 statistiques. La première, donc, qui est issue du rapport Future of Job 2025, qui est que 39% des compétences qui sont actuellement utilisées seront perturbées ou dépassées d'ici 2030, c'est-à-dire dans 4 ans. Et la deuxième statistique, qui est aussi intéressante, c'est que la durée de vie moyenne d'une compétence est passée de 30 ans en 1987 à seulement 2 ans en 2024. Alors pour moi, c'est des chiffres qui font plutôt peur que vous nous montrez là. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire que ce que l'on maîtrise aujourd'hui va vite devenir insuffisant. Et pour le dire autrement, on ne peut plus s'appuyer uniquement sur nos connaissances ou sur nos diplômes ou sur nos expériences professionnelles. Voilà. Le deuxième constat que je vais dresser, c'est la transformation des entreprises. Donc aujourd'hui, tout le monde parle de digitalisation, d'intelligence artificielle, de transition écologique. On a également des nouveaux modes de consommation. Voilà, tout ça évolue très rapidement et les compétences et l'employabilité aussi. Alors, en préparant cette émission, j'ai constaté également qu'il y avait un troisième constat. Et oui, le troisième constat, il concerne la mobilité, une mobilité qui est beaucoup plus grande. Alors la mobilité, elle peut être géographique, donc c'est-à-dire c'est la conséquence de la digitalisation de tous les marchés, dont le marché de l'emploi. Bien sûr. Et également des envies de découverte des nouvelles générations qui ont envie de voyager, de découvrir des choses. La mobilité, elle peut être aussi sectorielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des carrières qui s'allongent, qui vont vers 40-45 ans d'activité. Et donc aujourd'hui, il est clair que les carrières monométiers se feront de plus en plus rares. Alors, les compétences, elles évoluent vite dans un monde qui change vite. Les carrières sont plus longues, comme vous le disiez auparavant. Ça oblige à bouger, en fait. Oui, exactement. En tout cas, oui, ça oblige en tout cas à se remettre en question très régulièrement. Cette accélération, elle vient essentiellement de la technologie. La technologie, elle vient transformer nos métiers. Ça transforme également nos comportements et nos priorités. Alors du coup, cultiver son employabilité, qu'est-ce que c'est? Alors, cultiver son employabilité, c'est développer évidemment déjà en premier lieu ses compétences métiers, c'est-à-dire les compétences techniques qu'on va utiliser, mais c'est également aussi développer ses soft skills, donc ce qui touche beaucoup plus au comportemental. Et c'est évidemment important, tous les soft skills, donc les comportements type communication, empathie, créativité, adaptabilité, tout ça, ce sont des soft skills qu'il faut savoir travailler au même titre que les compétences métiers. Donc on a parlé effectivement de ces soft skills. Comment procéder au quotidien du coup? Alors, en tant que salarié, le plus important, je pense, qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être acteur de son parcours. Et il faut être acteur notamment au niveau de la formation continue. Ouais. Donc, c'est pas seulement des diplômes, c'est également des micro-formations, ça peut être des certifications, du tutorat, des ateliers, des MOOC éventuellement, des podcasts. Oui. La formation, en fait, c'est une hygiène professionnelle comme peut l'être le sport pour le corps. Voilà. Et du coup, Nicolas, comment il faut faire pour choisir aujourd'hui? Alors, moi, j'aime bien imager ça avec la boussole des compétences. Donc, c'est-à-dire, j'identifie mes forces. Donc, mes forces, c'est mes compétences métiers et les soft skills sur lesquels je suis le plus performant. Les compétences incontournables de mon métier aujourd'hui pour pouvoir l'exercer. Et 3, ce que j'ai envie d'apprendre, donc, c'est-à-dire j'ouvre le spectre de mon évolution de carrière. Ouais.
Pour le dire autrement, je m'appuie sur des compétences que je maîtrise aujourd'hui. Petit à petit, je me sers de pivot pour développer des nouvelles compétences et pouvoir petit à petit basculer vers un autre niveau d'expertise ou un autre métier. Il y a d'autres attitudes qu'il faut adopter? Alors oui, un autre levier est de sortir de sa zone de confort. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de prendre des risques énormes, mais c'est juste participer à notre projet, piloter une mission, animer des réunions, faire des présentations, changer de service quelques semaines, ce qu'on appelle souvent les immersions ou les vies ma vie. Voilà, ça, chaque sortie du cadre va renforcer en fait la capacité d'adaptation et donc l'employabilité. Très bien. Alors Nicolas, tout ça aussi, c'est la responsabilité des entreprises. C'est leur responsabilité de le cultiver, non? Oui, exactement. Donc en tant qu'employeur, on a beaucoup parlé des salariés. En tant qu'employeur aussi, il faut installer dans l'entreprise une culture de l'apprentissage, une culture de l'amélioration continue, proposer des formations qui soient accessibles, valoriser les mobilités en interne, encourager les parcours variés et diversifiés. Et croiser, donc c'est-à-dire inciter les gens vraiment à se tourner vers des nouveaux métiers et accompagner bien évidemment la montée en compétences. Et du coup, si vous deviez ajouter quelque chose pour conclure? Alors je dirais que l'employabilité, c'est pas un luxe ou une option, on l'a vu ensemble, c'est une nécessité dans un monde qui bouge aujourd'hui. Et je pense que la meilleure sécurité professionnelle aujourd'hui, c'est plus vraiment un contrat, c'est plus obligatoirement un CDI, c'est sa capacité à s'intéresser, à progresser, à apprendre et éventuellement rebondir. Alors pour vous, ça, c'est s'épanouir en fait sur le travail dans la durée. Exactement. Merci beaucoup Nicolas. Terminons cette deuxième émission de la saison avec un dernier thème. Je suis avec Mathieu Roch, expert assurance au Crédit Agricole Sud-Méditerranée. On va s'intéresser à la fin de carrière et comment bien préparer sa retraite. Mathieu, bien préparer sa retraite, c'est donner la liberté de choisir sa vie de demain. Mais pour ceux qui n'y sont pas encore tout à fait préparés, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment ça fonctionne et comment l'entreprise, elle fait pour accompagner ses collaborateurs et quels outils sont utilisés pour anticiper cette retraite sereinement? Bonjour Johan, effectivement, la retraite, c'est comme un grand voyage. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Le système français repose sur 2 piliers essentiels. Le premier, la retraite par répartition, c'est celle que tout le monde connaît et dont on dispose tous. Elle commence à partir du moment où on démarre dans la vie active et donc à cotiser. Chaque fiche de paye, c'est une petite brique qui construit sa future pension. Alors très bien, et du coup, quel est le second pilier, Mathieu? Il y a ensuite la retraite par capitalisation, qui correspond à son effort d'épargne afin d'anticiper cette transition. Ce complément permet de se constituer au fil des années un capital ou une rente qui vient s'ajouter à la pension de base et sécurise son niveau de vie futur. Du coup, comment bien anticiper ce départ en retraite? Bien préparer sa retraite commence donc par comprendre ce que l'on a déjà acquis. Il est donc essentiel de faire le point sur ses droits. Ça commence par consulter son relevé de carrière, vérifier que toutes les périodes ont bien été prises en compte, car une erreur peut retarder votre départ ou vous coûter cher. Il faut ensuite s'intéresser au montant de sa future pension. Vous avez la possibilité de réaliser une simulation sur un site étatique dédié, Info Retraite. Ce n'est qu'une estimation, mais elle permet de voir si un complément de revenu sera nécessaire. Du coup, une fois que l'on aura fait ce premier point, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Une fois ces étapes réalisées, on obtient ce que l'on appelle le taux de remplacement. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de votre revenu d'activité qui sera remplacé par votre pension de retraite. Pour beaucoup de personnes, ce taux est loin d'atteindre 100%. Cela signifie très concrètement qu'à la retraite, vos revenus baissent parfois de manière significative, alors que certaines dépenses, elles, restent identiques, voire augmentent. Très bien. Donc c'est, je suppose, là qu'il faut penser à avoir épargné au préalable? C'est précisément à ce niveau-là qu'on se pose la question de l'épargne. L'enjeu n'est pas de reproduire exactement son niveau de vie, mais de compenser ce manque à gagner de façon progressive et maîtrisée. Ouais. Et pour cela, il existe plusieurs leviers, notamment du côté de la capitalisation, qui permet d'anticiper et de compléter les revenus issus des régimes obligatoires. Alors du coup, Mathieu, quels sont les leviers pour vraiment bien préparer sa retraite? Vous l'avez compris, il est essentiel de connaître ses droits, anticiper ses projets de vie et épargner via les bons outils. Alors vous nous faites un point du coup sur ces outils justement? Bien sûr, il existe d'abord des leviers collectifs mis en place à l'initiative de l'entreprise et qui concernent aussi bien les salariés que les dirigeants assimilés salariés. Le premier, c'est le plan d'épargne retraite obligatoire qu'on appelle PER obligatoire. Ouais. Pour l'entreprise, l'intérêt est double. Les sommes versées bénéficient d'un régime social allégé et restent fiscalement efficaces. En parallèle, ces versements permettent aux bénéficiaires de se constituer un capital ou une rente qui viendra compléter leurs revenus au moment du départ à la retraite. Mais il y a aussi un autre outil qui est plus connu, Mathieu. Tout à fait. Un autre outil central, celui de l'épargne salariale. Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement, de la participation ou même de l'abondement sont déductibles du résultat
ce qui en fait un levier particulièrement pertinent pour l'employeur. Ouais. Pour les bénéficiaires, il est pertinent aussi car ces sommes peuvent être investies dans un cadre très avantageux. En effet, lorsqu'elles sont placées sur un plan d'épargne salariale, elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu en contrepartie d'un délai de blocage des fonds. C'est donc une manière efficace de transformer une rémunération différée en épargne long terme. C'est dans l'intérêt de tout le monde, en final, cette solution. Exactement. On comprend alors pourquoi les dispositifs collectifs sont si puissants. Ils reposent sur un équilibre gagnant-gagnant avec un régime social spécifique pour l'entreprise et une fiscalité attractive pour les bénéficiaires. À côté de ces solutions collectives, il existe bien sûr des leviers individuels qui concernent aussi bien les salariés que les indépendants. Le plus connu étant le PER individuel, Et oui. qu'on appelle le plan d'épargne retraite individuel, notamment grâce à la déduction fiscale qu'il permet sur les versements volontaires. Alors, il y a beaucoup de leviers. Est-ce qu'on peut faire autre chose en plus de tout ça ? Bien sûr, d'autres leviers existent effectivement. L'assurance vie et l'immobilier locatif viennent compléter cette stratégie. Ce sont des outils souples, accessibles et surtout complémentaires qui permettent de diversifier ses sources de revenus futurs. En définitive, quel que soit son statut, l'essentiel repose sur 2 piliers, la régularité d'un effort d'épargne et la diversification des solutions, afin de construire des revenus complémentaires solides et adaptés à sa situation le moment venu. Alors pour vous, si je comprends bien Mathieu, préparer sa retraite, c'est pas seulement qu'une question d'argent, c'est une question de projet de vie. C'est exactement ça. Voyager, se former, transmettre, l'entreprise peut également jouer un rôle en accompagnant cette réflexion avec par exemple des ateliers, des entretiens de fin de carrière ou un accompagnement administratif personnalisé ou même encore, comme je viens de l'évoquer, les dispositifs de retraite. Alors pour finir, quelle serait votre recommandation numéro 1 pour tous ceux qui vont nous écouter sur ce sujet particulièrement ? Simplement, après cette émission, prenez 10 minutes pour consulter votre relevé de carrière, comprendre les droits acquis et discutez-en avec votre conseiller bancaire ou votre cabinet comptable. C'est la meilleure façon de commencer selon vous ? Comprendre, anticiper, agir, voilà les clés d'une retraite sereine et choisie. À chacun de construire ses projets et de les préparer à son rythme. Très bien Mathieu, merci beaucoup d'être passé dans notre émission. Merci. C'était Mon Territoire J'y crois, l'émission du journal L'Indépendant réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Merci à tous nos experts qui sont passés aujourd'hui en plateau pour cette 2e émission. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver l'émission en podcast ou en intégralité sur l'indépendant.fr et toutes les plateformes de streaming. Merci à tous.